L'inspecteur Planck en souterrain. Un livre de José Schmelz. Chapitre 4. Du mauvais côté des barreaux. Par malchance, Salomé n'eut pas le temps de prévenir qui que ce soit. Elle se trouva brusquement nez à nez avec deux malfrats et un troisième homme qui semblait leur donner des ordres. Celui-ci se tenait à l'écart, sûrement pour ne pas être identifié ou pour pouvoir s'échapper quelles que soient les circonstances. Salomé fut capturée puis emmenée jusqu'à une pièce voisine, sombre et humide, qui était probablement située sous un immeuble d'une des rues adjacentes à la rue de la République. Peut-être bien la rue de l'Arbre Sec, ou pourquoi pas la rue du Bas d'Argent. Elle fut jetée sans ménagement dans une espèce de cage métallique ayant un seul avantage, celui de lui permettre d'entendre la conversation des gangsters, et notamment l'ordre qu'ils reçurent de ramener également la livraison dans la pièce où elle se trouvait. Une fois emprisonnée, Salomé fut assaillie par deux pensées. La première était une question capitale. Y avait-il eu effectivement jadis un vieil arbre desséché dans cette rue de l'Arbre Sec, ou était-ce juste une fantaisie de la mairie ? Salomé se promit intérieurement, si jamais elle sortait vivante de cette aventure, d'interroger un spécialiste de l'histoire de Lyon à ce sujet. Sa deuxième réflexion était plus concrète et immédiate. Que pouvait donc bien désigner la livraison ? Il était peu probable que les gangsters se fissent livrer ici une pizza ou des sushis. Salomé supposa donc que la livraison était soit de la fausse monnaie, soit quelque chose comme des armes, ou pire. Quelle ne fut pas sa surprise de voir arriver, tenu de près par deux molosses, le principal intéressé et le point de départ de cette enquête, Malik. Jeté rapidement dans la même cage, il s'expliqua. « Je n'ai rien vu venir. J'avais brièvement rejoint Marion pour décider avec elle de ce qu'il faudrait faire, puis nous nous sommes séparés à nouveau pour éviter d'être repérés. Je marchais tranquillement pour revenir chez moi, quand, de rechef, j'ai senti un grand coup sur la nuque avant de perdre connaissance. Et me voilà ici, avec toi. Je ne sais même pas où on est. Une chose est sûre, ils sont forts, ils sont même très forts, et je ne pense pas qu'on fasse le poids. » « Nous sommes sous la surface de la ville, répondit Salomé. Et il y a peu de chances qu'on nous retrouve tout de suite, sauf si l'inspecteur Planck ou Marion ont prévenu Justin. Il va falloir patienter un peu. Mais ne t'inquiète pas, comme dirait l'inspecteur, on va s'en sortir. » Salomé n'était pas certaine de croire entièrement à ces dernières paroles. Quant à Malik, il se remettait doucement de sa deuxième expérience de sommeil involontaire, comme il disait, et les idées n'étaient pas encore redevenues très claires dans sa tête. Aussi faisait-il confiance à Salomé sans trop se poser de questions. Et toujours sans se poser de questions, profitant du fait d'être coincé avec Salomé, il continua la conversation de manière fort étonnante. « Au fait, comme on est bloqué dans cette cage, on pourrait peut-être en profiter pour faire un peu plus connaissance. Tu sais que je te trouve très mignonne. Et surtout, t'as un copain ? Je veux dire un copain proche, un amoureux, quoi. Parce que moi, de mon côté, je suis libre. » Malik ne semblait pas vouloir s'arrêter de parler, et il envoyait à Salomé des rafales de regards sirupeux et dragueurs qui atteignaient, se disait Salomé, des records dans l'échelle du ridicule. « Stop !» lui dit-elle sèchement. « Primo, j'ai horreur qu'on me fasse cette espèce de caricature qu'on appelle drague. Deuxio, j'ai vraiment autre chose à penser que de savoir à qui je plais. Et tertio, ça veut dire troisièmement, tu es sûrement très gentil, mais question amoureux, tu ne m'intéresses pas, mais alors pas du tout. Donc ne te fatigue pas et réfléchis plutôt à ce qui pourrait nous faire sortir d'ici. » Mais Malik, qui ne se reconnaissait pas lui-même, sans doute un effet des coups sur la tête, continua sur sa lancée. « Oui, je comprends, tu es forcément un peu traumatisé par cette aventure et ces gangsters, mais je suis là, et plus tard on pourra sûrement… »« Mais stop !» cria-t-elle. « Je ne suis pas certaine que tu sois dans ton état normal, mais si vous, les mecs, vous pouviez arrêter de penser que les filles n'attendent que vous, ça me reposerait vraiment. » Cette fois, Malik semblait avoir compris le message. Le regard noir et le ton autoritaire de Salomé avaient fini de calmer son enthousiasme déplacé. Décidément, Marion avait raison. Elle avait des amis très spéciaux. Tout à se concentrer sur leurs problèmes, Malik et Salomé sursautèrent en entendant un gros brrrm et un immense bruit de ferraille.
Les deux jeunes gens virent débarrouler par l'entrée de la cage une grosse boule de tissu gris qui s'avéra être l'inspecteur Planck, empêtré dans son imperméable trop grand. Après s'être fait capturer au rez-de-chaussée et être resté au frais quelques moments, il avait été ramené au sous-sol, une deuxième livraison en quelque sorte. A priori, c'était une mauvaise nouvelle. L'inspecteur n'avait pu prévenir personne. Seuls Justin et Marion étaient encore en liberté et en mesure de les aider. Mais d'un autre côté, pensa Salomé, la présence de l'inspecteur coupait toute envie à Malik de la séduire. Ouf, au moins était-elle tranquille de ce côté-là. Par contre, outre leur situation assez critique, le mystère restait entier pour ce qui était de l'identité du patron des malfaiteurs, à peine entrevu par Salomé. Mystère qui allait s'éclaircir rapidement. Salomé prit le parti de la provocation. Elle appela le chef, le patron, le malhonnête, le lâche qui avait ordonné qu'on la séquestre dans cette cave pourrie, le minable qui n'avait même pas le courage de venir s'expliquer. Cela fit son effet. Le Big Boss en personne se montra sans tarder. « Oh, toi, fragile petite créature qui m'insulte, tu ne devrais pas être aussi insolente. Ne sais-tu pas à qui tu as affaire ?»« Ben non, pauvre naze !» grommela Salomé. « Eh bien, je vais te le dire, minuscule petit moucheron que je tiens en mon pouvoir. Tu n'as pas à connaître mon vrai nom, mais tous ceux qui me respectent ou qui me craignent m'appellent le Sélacanthe. Sais-tu seulement pourquoi ? » « Parce que tu sens mauvais à force de traîner dans les égouts ?» lança Salomé. « Raille et moque-toi tant que tu peux, mais sache que le Sélacanthe est un poisson très rare, difficile à trouver, qu'on a très longtemps cru disparu. Eh bien moi, c'est pareil. La police se doute bien qu'il y a un grand chef quelque part, mais elle ne peut pas m'attraper, ni même me suivre. Certains policiers ne sont même pas sûrs que j'existe vraiment. » Salomé voulait en savoir plus. Elle décida donc de continuer à le provoquer. « Ouais, ok, tu es donc un vieux poisson, sûrement pas beaucoup plus frais que le poisson d'ordre alphabétique, vu l'odeur qui règne ici. » Bien qu'il lût de temps en temps et avec plaisir une aventure d'Astérix entre deux braquages de banque, le Big Boss commençait à bouillir intérieurement, et l'envie de corriger cette insolente faisait son chemin. Salomé continua. « Mais une chose m'échappe. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça ? Pour l'argent ? Pour la gloire ? Pour faire le malin ? Et pourquoi avoir capturé Malik après l'avoir surpris prenant des photos au parc de la Tête d'Or ? Il te suffisait de trouver un autre lieu pour cacher tes gros sacs, non ?» Ouvrant toutes les vannes de sa colère, le Sélacanthe dévoila, avec de nombreux rugissements, le plan qu'il poursuivait. « Jeune sotte, tu ne sais pas la moitié de ce que je sais. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais faible et je nourrissais des ambitions parfaitement minables. Je voulais, par exemple, obliger l'humanité entière à partager mon adoration pour les endives au jambon. Mais c'était ridiculement petit. Ensuite, j'ai tenté de monter une juteuse exploitation de gaz de truffe. Et oui, c'était moi. À l'époque, j'ai failli réussir à vider tout ton village. À cause de toi, mon plan a échoué, mais cette fois, tu ne m'arrêteras pas. Aujourd'hui, j'ai trouvé bien mieux, et pour mon plan génial, j'ai besoin de ces sous-sols et des canalisations de Lyon. Je ne peux donc pas vous laisser dévoiler mes activités, ni aller installer ma petite imprimerie ailleurs. Veux-tu savoir ce que je vais faire ? Puisque ni toi ni tes amis ne pourraient m'en empêcher, je vais te le dire pour que tu disparaisses en imaginant la suite. Plutôt que de diffuser par les aérations des restaurants des odeurs d'endives au jambon, pour inciter tout le monde à en manger, ah, que j'étais naïf à l'époque, je vais diffuser des odeurs de cigarettes dans chaque égout et dans chaque conduit d'aération de Lyon et ses environs. Pour commencer, car ensuite j'étendrai ce système au monde entier. Des odeurs de cigarettes ? Mais à quoi cela te servira-t-il ? Hé hé, poursuivit le chef des gangsters. À la même chose que pour les endives au jambon, je veux que l'odeur de cigarette au tabac ou cigarette électronique, devienne permanente, fasse partie du décor pour tout le monde, y compris dans les écoles, les crèches, les maternités, les cinémas, les bibliothèques, les hôpitaux. Ainsi, dès le plus jeune âge, la cigarette deviendra normale et tout le monde fumera. Ha 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 ha. Alors là, je ne te suis pas. C'est crétin, rétorqua Salomé. Qu'est-ce que ça va t'apporter que tout le monde fume ? Ils ne vont quand même pas fumer les endives que tu produis ici. Des endives ? Fumer des endives ? Mais bien sûr que non, petite araignée sans cervelle. Ils vont fumer les cigarettes que je vais leur vendre.
pourquoi crois-tu que j'ai fabriqué tant d'argent? Eh oui, j'ai déjà racheté la moitié des entreprises qui produisent du tabac et des cigarettes, ainsi que 2 tiers des bureaux de tabac et boutiques de cigarettes électroniques, et quasiment toutes les firmes qui vendent des médicaments pour arrêter de fumer. Avec tout ça, je vais faire un maximum de bénéfices. Plus il y aura de fumeurs, plus je vendrai de cigarettes et de patchs pour arrêter de fumer. Et je vendrai même des médicaments contre le cancer. C'est trop beau, non? Je serai multimilliardaire. Mais c'est dégueulasse! S'écrièrent les 3 prisonniers. Ha ha ha! Et oui! Mais je vais bientôt, grâce à ça, devenir le maître de la ville, du pays, du monde. Je serai riche, puissant, le plus riche et le plus puissant. Le sélacanthe continua son explication en se perdant de plus en plus dans un rire hystérique et dans ses rêves de gloire, ses rêves de méga big grand chef planétaire adulé. L'inspecteur Planck tenta bien de l'interrompre avec une tirade lyrique. Eh oh, je vous arrête tout de suite. Moi, je suis un inspecteur. Je ne vous laisserai pas faire. Et la police de ce pays, constituée d'agents honnêtes, vous arrêtera et vous verrez que... Mais cela eut pour principal résultat de faire éclater de rire les gangsters présents et de vexer l'inspecteur qui se mit à bouder dans un coin de la cage. Lassé de ricaner et d'expliquer son plan, le grand chef des bandits repartit compter ses palettes de faux billets et laissa les prisonniers à leur réflexion. Salomé, à court d'idées géniales pour s'échapper, interrogea à nouveau Malik. « Bon, Malik, vu où on en est arrivé, en résumé, on est mal barré. Tu peux nous le dire maintenant. Qu'y a-t-il de si précieux dans ton ordinateur ?» Mais Malik ne dévoila rien. « Plutôt mourir que de donner des informations qui pourraient être entendues et réutilisées. » Et s'ils avaient dissimulé un micro dans la pièce? Non, s'il y a une chance que le secret soit préservé du pillage par des gens sans scrupules, je dois à tout prix tenir bon. Vraiment, quelle tête de mule ce Malik!